La République démocratique du Congo, du haut de ses 2,3 millions de kilomètres carrés et de ses 108 millions d'habitants, est largement considéré comme le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Ses gisements inexploités de matières premières sont estimés à plus de 24 000 milliards de dollars. Ces ressources naturelles comprennent le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, le coltan, le zinc, le tungstène, pour ne citer que cela. Il est juste de dire qu'ils sont riches pour de vrai. L'ironie cependant, c'est que plus de 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Seulement 9% de la population a accès à l'électricité. Plus de 75% de la population n'a pas accès à une eau propre et salubre. Le pays est constamment en déficit budgétaire. Une grande partie du pays est hors du contrôle de l'État et en perpétuel conflit. Comment donc, après avoir obtenu son indépendance il y a 60 ans, ce pays béni des dieux se trouve-t-il encore dans cette situation précaire ? L'une des raisons est que la République démocratique du Congo continue d'être exploitée par des pays étrangers qui s'assurent qu'il y ait corruption, chaos et violence dans le pays pour qu'ils puissent continuer à puiser dans les ressources du pays aux grandes dames de la population locale en toute tranquillité. Un leader nationaliste et révolutionnaire a essayé de changer cela. Son nom est Patrice Lumumba. Lumumba a été le premier ministre de la République démocratique du Congo après son indépendance en 1960 et était considéré par beaucoup comme un champion de la démocratie et le leader qui allait changer les choses pour les Congolais. Malheureusement, ce rêve s'éteint le 17 janvier 1961, jour où Patrice Lumumba est assassiné. Décrit comme l'un des assassinats les plus importants de l'histoire africaine moderne, ce crime odieux serait le fruit de complots menés conjointement par les officiels américains et belges. Il est important de se replonger dans l'histoire pour comprendre la portée historique de la mort de Lumumba. De la fin des années 1800 au début des années 1990, les États-Unis et la Belgique étaient sans doute deux des forces extérieures les plus importantes dans le façonnement de la destinée du Congo. Quelques mois avant la tristement célèbre conférence de Berlin de 1884 au cours de laquelle les puissances européennes se sont réunies pour se diviser et se répartir les différentes régions africaines, les États-Unis ont été la première puissance mondiale à reconnaître officiellement les revendications de propriété du roi Léopold II de Belgique sur les territoires du bassin du Congo. En 1885, le roi Léopold a créé ce qui était alors connu sous le nom d'État indépendant du Congo sur lequel le roi des Belges exerça une souveraineté de fait jusqu'en 1908, indépendamment de son rôle en tant que chef constitutionnel du gouvernement belge. Le roi Léopold entreprit une exploitation brutale et barbare du peuple du soi-disant État indépendant du Congo et commit toutes sortes d'atrocités dans le but de tirer profit des ressources naturelles de la région. Il mit en place un système de travail forcé sur toute l'étendue du territoire. Il installa un règne de terreur pendant lequel mutilations, viols et massacres étaient à l'ordre du jour. Bien que les chercheurs ne soient pas d'accord sur les chiffres exacts, le nombre de morts varierait entre 5 et 10 millions au cours des 23 années où l'État indépendant du Congo a été régi par le roi Léopold II. À titre de comparaison, le nombre total de morts de l'Holocauste nazi se situerait entre 6 et 11 millions. Pour diverses raisons, les atrocités du roi Léopold II au Congo restent inconnues du grand public. Face au tollé général à la suite des révélations des atrocités du roi Léopold au Congo, aux États-Unis se joignent d'autres puissances mondiales pour demander au gouvernement belge de prendre le contrôle de l'État indépendant du Congo et d'en faire une colonie belge. La Belgique prend ainsi le contrôle colonial du Congo en 1908 et dirige le pays jusqu'à son indépendance le 30 juin 1960. Pendant la période coloniale, les États-Unis auraient acquis une part considérable des vastes richesses naturelles du Congo et auraient même utilisé l'uranium des mines congolaises pour fabriquer les bombes atomiques qui ont été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec le déclenchement de la guerre froide à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la montée de l'Union soviétique et de son programme anticapitaliste, les puissances occidentales et les USA en particulier devaient à tout prix empêcher l'Union soviétique d'accéder à des matières premières stratégiques telles que celles trouvées au Congo et dans d'autres pays africains. Avec la guerre froide qui battait son plein et la multitude de leaders africains qui exprimaient un penchant pour l'idéologie communiste soviétique, les gouvernements américains devaient agir rapidement et de manière décisive afin de protéger leurs intérêts à travers le monde.
Et c'est pour cette raison même que les efforts de Patrice Lumumba à la fin des années 1950 pour que le Congo obtienne une véritable indépendance et le contrôle souverain de ses ressources l'ont exposé comme étant une grosse épine dans la chaussure des Occidentaux. Peu de temps après son élection en tant que premier ministre du Congo nouvellement indépendant, il fut confronté à une révolte de l'armée. Et les groupes rebelles sécessionnistes des provinces congolaises riches en minéraux commencèrent eux aussi à semer le trouble dans le pays. La Belgique envoya des troupes censées protéger les ressortissants belges vivant au Congo, mais les troupes belges travaillaient apparemment de connivence avec les rebelles. Lumumba fait donc appel aux Nations Unies pour expulser les Belges et déployer des troupes de maintien de la paix de l'ONU pour aider à repousser les rebelles. Face à la lenteur des Nations Unies après sa sollicitation, Lumumba se retourne vers l'Union soviétique pour obtenir une assistance militaire afin d'aider ses troupes dans leur lutte pour rétablir l'ordre intérieur. Cette décision déclencha la panique chez les puissances occidentales, et ceci fut le début de la descente aux enfers de Lumumba. La machine complotiste occidentale avec la complicité des Nations Unies se mit en marche pour se débarrasser du Premier ministre congolais qui se révélait de plus en plus dangereux pour les intérêts occidentaux. Moins de 7 mois après l'indépendance de son pays de la Belgique et sa nomination en tant que Premier ministre du pays, Patrice Lumumba fut saisi et exécuté par des agents belges et congolais du gouvernement militaire nouvellement installé et dirigé par l'infâme Mobutu Sese Seko, qui aurait été soutenu par les gouvernements américains et belges agissant en collaboration avec des responsables clés de l'ONU. L'exécution qui aurait eu lieu le 17 janvier 1961 vers 21h40 a été rapide mais brutale. Lumumba, avec 2 de ses associés Maurice Mpo et Joseph Akito furent abattus l'un après l'autre et découpés en morceaux. Toute trace de ce meurtre crapuleux fut dissoute dans de l'acide. Une de ses dents lui fut arrachée en signe de trophée et rapatriée en Belgique par un de ses geôliers. Ce n'est qu'en juin 2022, plus de 60 ans après sa mort que celle-ci, accompagnée de plates excuses fut restituée à sa famille par le gouvernement belge. Avec l'élimination de Lumumba, les idéaux d'unité nationale, d'indépendance économique et de solidarité panafricaine qui étaient défendus par Lumumba n'étaient plus que de belles paroles dans la bouche du régime Mobutu, brisant ainsi les espoirs et les aspirations des millions de Congolais qui avaient placé leur foi dans ce grand dirigeant. L'assassinat de Lumumba eut lieu dans un contexte de grande agitation politique alors que le pays était fortement divisé avec 4 gouvernements distincts qui revendiquaient chacun le contrôle légitime du territoire. Le premier était un gouvernement central à Kinshasa qui s'appelait alors Léopoldville. Le second était un gouvernement central dirigé par les partisans de Lumumba à Kisangani, anciennement connu sous le nom de Stanleyville. Tandis que les troisième et quatrième étaient dirigés par des dirigeants sécessionnistes originaires des provinces riches en minerais du Katanga et du sud du Kasai. Comme l'élimination physique de Lumumba avait annulé ce que les puissances occidentales considéraient comme la principale menace pour leurs intérêts au Congo, elles concentrèrent ensuite leurs efforts sur la restauration et le renforcement de l'autorité du régime pro-occidental de Kinshasa sur l'ensemble du pays. Le gouvernement de Kisangani inspiré par Lumumba fut dissous en août 1961. Les 2 gouvernements sécessionnistes suivirent en 1962 et 1963. Avec le soutien inégalé de ses alliés occidentaux, le régime de Mobutu dirigea le Congo d'une main de fer pendant plus de 3 décennies, déclenchant un règne sans égal de corruption, de terreur et de mauvaise gestion financière qui affligera le pays pour les années à venir, jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui est extrêmement riche en ressources naturelles, continue de souffrir d'instabilité politique, d'un manque d'infrastructures, de la corruption et de siècles d'extraction et d'exploitation commerciale et coloniale.